connecter. Allez y vivre, vivez ce qu'on vit là-bas. C'est quoi l'échéance? Ça, madame, l'échéance, il va nous sortir encore dans 5 ans. Madame, à l'horizon 2026-2027, parce que comme je vous l'ai expliqué Encore tout à 3 ans l'heure... alors. Oh non. Ça m'angoisse, ça me donne envie de pleurer. Ils auraient pu me tuer, puis moi, j'aurais pu voir mes enfants, mes petits-enfants. 2 des agresseurs étaient depuis fin novembre maintenus dans un centre éducatif pour une durée de 6 mois. Mais ce matin, en colère contre la justice, le maire de Cannes, David Lisnard, s'est saisi de son compte Twitter pour poster ce message. J'apprends que l'un des agresseurs maintenus en centre éducatif fermé s'est enfui. 2 des 3 mineurs, avant de connaître leur peine à l'été prochain, ont été placés dans des centres éducatifs fermés. C'est-à-dire que là, vraiment, normalement, ça remplace la prison, mais il y a une équipe éducative, c'est clos, ils n'ont pas le droit de sortir, ils sont soumis à des mesures strictes. Et l'un des 2 s'est évadé, parce que c'est le bon mot. Ce n'est pas le fils du monsieur qui est venu sur notre plateau, c'est l'autre qui était à Marseille, dans un centre fermé. Il est parti, il a eu envie de retrouver sa famille, il est parti à Cannes. Et heureusement, le maire de Cannes a réagi très vite, police nationale, police municipale ont travaillé ensemble et il a été arrêté en pleine ville, interpellé, amené dans un commissariat à Cannes maintenant et il sera présenté à un juge qui du coup peut décider, comme il n'a pas respecté son contrôle judiciaire, de le placer en prison. Partage David Kelly, déjà des mecs qui s'évadent des prisons, des vraies prisons. La santé, Fresnes, partout, ils arrivent à s'évader. Donc un centre pour éducation. C'est facile. Ça arrive. Et les mecs, ça arrive, hein, les gars, il s'est évadé, il s'est enfui, voilà. Il faut le rattraper et il faut qu'il fasse sa peine parce que là, c'est un truc médiatique, mais il y a plein d'histoires qui ne sont pas médiatisées où les mecs s'enfuient et on les laisse après, on leur court pas après. Et je vous dis, moi, ici, que la jeunesse, maintenant, c'est plus un mec de 14, 15, 16 ans, c'est plus un mec qui a 16 ans dans les années 70. Je vous le dis, aujourd'hui, les mecs de 16, 17 ans, c'est des coriaces. Hein. Faut peut-être un peu changer les lois par rapport à ça. Et moi, j'aimerais bien qu'on fasse un audit ou une enquête sur les centres éducatifs fermés. Comment ça fonctionne en France? Comment on est surveillé? Comment on peut sortir? Pourquoi tu sors, il manque de moyens, il manque de personnel. Alors à ce moment-là, qu'on mette des moyens, mais il n'y a pas de raison en fait. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça va être très dangereux. Les gens vont se faire de plus en plus justice eux-mêmes. Ça, c'est une nouvelle qui est. On peut imaginer que ce sera une circonstance aggravante malgré tout quand il aura la peine en juin. Mais tu vas voir. Il va rien avoir ce pauvre petit. Mais bien sûr que non. Castaldi. Je trouve que c'est un problème de justice en 2 fois. Il y a une première fois, on reconnaît les faits, très bien, on le sait. Et après, dans 6 mois, dans 8 mois, on va rejuger. Ça ne ressemble à rien. Les gens vont oublier. Donc il va y avoir une espèce de. La situation va s'apaiser. Et je trouve ça effectivement déplorable qu'on l'attende pas, qu'on le fasse pas immédiatement. Pourquoi attendre 6 mois? Ça sert à quoi? À rien. Ça gagne du temps. Quand on est dans un centre éducatif fermé qui, a priori, ont l'air d'être des passoires, moi j'aimerais bien savoir les règles de sécurité dans ces centres éducatifs. Parce qu'apparemment, c'est facile de s'en échapper. Là, en revanche, il faut qu'il aille en prison. Et tant mieux si c'est le cas, il faut durcir les sanctions. Alors là, il va aller où là alors là, il va être présenté à un juge qui soit peut le renvoyer dans un centre éducatif fermé, un autre peut-être. Bordeaux a l'air plus sûr que celui dont il s'est échappé. Marseille, c'est une maison de campagne. Est-ce qu'on a le droit de mettre un mineur en prison? Il y a des gens honnêtes qui ne sont pas logés comme ça en France en ce moment. Le maire de Cannes, là, il a été proactif. Il a réuni les 2 polices. La justice a été très laxiste là-dessus, a mal géré. Si vous dites on ne l'envoie pas en prison, vous ne l'envoyez pas dans un centre dont il s'évade, dont il s'échappe. C'est impossible ça, parce que ça va donner du grain à moudre à tous ceux qui disent il faut sévir plus amplement. Et là, ce soir, je les comprends. Moi qui essaye souvent d'être un peu indulgent, là, il n'y a aucune indulgence possible. C'est catastrophique d'aller en prison à 16 ans parce que tu ne sais pas comment il va ressortir. Il ne faut pas croire que quand tu vas en prison à 16 ans, tu ressors et tu passes le bac. Hein. Ça se trouve, il va ressortir encore plus nerveux. Tous les plus grands criminels, ils ont été en prison jeunes, ils sont ressortis, ils ont fait des tas de conneries derrière. Donc moi, je ne suis pas pour la prison à 16 ans et je me dis, mais ce môme-là, qu'est-ce qu'il a dans la tête de s'être sauvé? Et ses parents, c'est un délire. Et les parents, là, on n'en parle même plus. Pour moi, ils sont largués, les parents. Là. On n'en parle même plus des parents. C'est quelqu'un qui s'appelle Ivana Knoll. Elle n'arrête pas de... C'est un nom de médicament. Oui, mais ça guérit elle n'arrête beaucoup de pas choses. de venir me chercher sur les réseaux. Elle a des arguments. Et Ivana Knoll, elle fait sensation au point de créer de véritables attroupements. Pourquoi? Pour cette tenue, c'est une supportrice croate. Regardez. Là, voilà, Ivana. Pas n'importe laquelle. C'est pas ouf. Elle est magnifique. On dirait Daniel avant le relooking. Quand vous dites elle vous cherche, c'est-à-dire elle fait... Elle me cherche, elle me cherche. Elle a 26 ans et son compte Insta est passé de quelques milliers d'abonnés, elle n'en avait pas beaucoup, à 2,9 millions pendant la Coupe du Monde. Elle a explosé. Elle s'appelle Ivana. Elle est extraordinaire. À la télévision britannique, elle s'est expliquée sur un point important. Certains lui reprochent de ne pas respecter la culture locale du Qatar en s'habillant comme elle le fait. Regardez sa réponse. I respect every country where I'm coming, and I asked about the rules here, and
locals confirm me that I can dress as usually, because for the World Cup they are making an exceptions, and I didn't have any bad reaction. As I told you, Qatari people, Arabic people coming to me to do photos with me, even very nice female and women on the stadium. On the last game, they came, the photo went also viral with a nice hijab, and they came to me to do photos with me in my outfit, Croatian outfit, what I had in the last game. Elle s'était présentée à l'élection de Miss Croatie en 2016. Elle faisait partie de... Je sais, j'y étais en 2015. Je me suis présenté également. Un peu froid à l'école dans la classe. Je reste avec les manteaux. Mais en Seine-Saint-Denis, en plus du chauffage, 2400 lycéens manquent aussi désormais d'électricité à cause de la vétusté de leur établissement. Ce matin, on a fait cours dans le noir. Merci à Flora d'être là. Vous êtes scolarisée au lycée Voilhomme, donc ce lycée. T'es en quelle classe, Flora? Je suis en première. Première. Alors, raconte-nous ce qui se passe dans ton lycée, parce que nous, on hallucine. On est dans des salles qui sont dans des conditions pitoyables. Ça fait combien de temps, ça? Moi, ça fait 3 ans que je suis au lycée Voilhomme et ça n'a pas changé depuis. Et même des personnes avant moi, ils ont dit que c'était pareil. Ça fait des années que ça n'a pas évolué du tout. J'avais trop froid, on arrive dans la salle, il fait la même température à l'intérieur de la salle qu'à l'extérieur. Il fait super froid et c'est horrible. Et vous avez alerté la direction, par exemple? Amel, vous êtes parent d'élève? Ah oui, ça fait 3 ans que ça dure. Certains profs autorisent le manteau, mais d'autres profs non. Ah ouais, en plus. Et ça crée des conflits, du coup, il y a des rapports qui sont faits. Mon fils a eu un rapport parce qu'il n'a pas voulu enlever son manteau. Je fais les conseils de classe, donc j'ai vu l'intérieur du lycée. C'est réel, c'est pas des montages. C'est vraiment vrai. Ce qui se passe dans ce lycée, c'est horrible. Et je me demande comment les enfants arrivent à travailler. Il n'y a pas de porte aux toilettes. Ah ouais. Il n'y a pas de porte. C'est journée porte ouverte. Il n'y a pas d'eau qui coule dans les robinets. Il n'y a pas de papier. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte, je vous jure. Mon fils, il avait besoin de faire la grosse commission. J'habite à 15 minutes à pied, mais 5 minutes en voiture. Il m'a appelé, viens me chercher. Je suis venue le chercher, il a fait sa commission à la maison et je l'ai redéposé à l'école. Mais votre fils, c'est mon frère. C'est mon frère. C'est vous. Aujourd'hui, on va parler de ce lycée. Après, pour la Seine-Saint-Denis. Après, on peut parler, mais on va parler de ce lycée. Actes, moi, je comprends quand on voit ce genre d'image, je me mets à votre place. Moi, j'ai été lycéen en Seine-Saint-Denis. Quand on est arrivé en 2016 à la tête de la région, on a récupéré 270 lycées vétus sur 470 en Ile-de-France. On les voit pas, nous, les travaux. Les travaux ont commencé. Je suis désolé de vous le dire. Les premiers ont eu lieu dès 2017. On est en 2022, monsieur. En 2018, il y a eu des poses de première pierre. Je suis allé moi-même avec la présidente de région. Ah oui, on fait une belle photo. Rénovation du lycée Voilhomme. Oui, on est même allé. Mais certaines images ne datent pas d'aujourd'hui. Si, elles datent d'aujourd'hui. J'ai pris les vidéos moi-même. Elles datent d'aujourd'hui. J'ai pris les vidéos moi-même. Ce n'est pas sur tous les bâtiments. Venez demain, on va visiter le lycée Voilhomme, mais vous allez vous en rendre compte vous-même. Le reste est en rénovation, on est pleinement mobilisé. Mais on entend ça depuis 5 ans, c'est en rénovation. Quand est-ce que ça va être terminé? Il y a une fin de chantier quand on fait des travaux, non? Et ça prend du temps. Et moi, je vais vous prendre un autre exemple. À quel moment il y a une pénurie de portes, en fait, avec nous? La vidéo, elle date d'aujourd'hui? D'aujourd'hui, je vous jure d'aujourd'hui. Ah oui, je vous crois. J'ai pris toutes ces vidéos aujourd'hui. Ça, c'est le lycée aujourd'hui. Allez y vivre. Vivez ce qu'on vit là-bas. C'est quoi l'échéance? L'échéance, il va nous sortir encore dans 5 ans. Madame, je l'ai vu. Donc en attendant, on ne fait rien. On ne fait rien. Réalisateur. À l'horizon 2026-2027, parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça prend du temps. Non, donc là, vous êtes en train de nous dire que nos enfants vont Cyril Hanouna, dès demain matin et dès aujourd'hui, il y a eu des réactions. D'ailleurs, merci TPMP. La réalité, c'est ça. Nos enfants, ils vont à l'école sans chauffage, sans toilette. C'est indigne. Pour ne parler que de ça, parce qu'il y a d'autres problèmes. Si je pouvais en parler, j'en débattrais pendant 2 heures. Alors dites-nous, c'est quoi les autres problèmes? Comme ça, absence de professeurs. Qui ne sont pas remplacés. Mon fils, l'année dernière, était en spécialité physique. Il n'a pas eu de prof de physique pendant 3 mois. Prof, vous m'avez pas appelé. Non, mais l'éducation nationale, il n'y en a pas en Seine-Saint-Denis. Il n'y en a pas dans le 93, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas là. Moi, je suis mère de 2 enfants qui vont dans ce lycée. H24 de 8h jusqu'à 17h30. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Nous sommes abandonnés par vous, les élus de la République. Non.
Je peux pas vous laisser. Non, mais là, ça. quand on voit les images, on est d'accord avec elle. On est en 2022 en France, vous avez vu ça? Regardez les arrêtez de faire cette produit. Vous ne rénovez pas Versailles, vous rénovez une école dans le 9-3. Non, mais je suis d'accord avec vous, vous n'allez pas sur le carrelage. Non, on va te prendre celui-là, tu vois. Vous foutez une porte, des chiottes. Flora, toi, qu'est-ce que tu as à lui dire, monsieur là? C'est enculé. Non, mais excusez-le. Non, tu sors. Oh d'accord. C'est marrant parce que M. Bigard, je l'ai connu. J'en profiter pour lui remettre. Jean-Marie, excuse-moi, Pardon, mais quand même. Depuis qu'on en a parlé hier dans l'émission, les choses commencent apparemment à bouger, puisque le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, et la présidente de la région, Valérie Pécresse, se sont rendus au lycée et apparemment, génial. Il a tweeté, sachez-le, juste après l'émission, 15 minutes après. C'est vrai que ça nous fait plaisir. 21h29. Regardez, 21h29, c'est-à-dire juste après l'émission, 14 minutes après l'émission, c'est fou. C'est beau. C'est très beau de réagir, mais vous me permettrez quand même de penser qu'un ministre de l'Éducation nationale, par rapport à Aulnay-sous-Bois, qui a une encablure de Paris, le fait qu'il découvre ça grâce à vous, c'est quand même hallucinant, Cyril. Ça fait des années, ça fait des années que le lycée est dans cet état-là. Ça fait des années que les parents d'élèves, que l'administration alerte. Et il faut qu'il regarde une émission pour agir. Ça dénote une déconnexion totale de son environnement. Ça veut dire que c'est TPMP qui lui explique où il faut se rendre le lendemain en tant que ministre. Il y a Aulnay, il y a Gournay-sur-Marne, il y a Montfermeil, il y a Épinay, il y a plein de Épinay-sur-Seine, il y a plein de lycées dans 93 où j'ai eu plein de messages hier, on m'a dit regarde le bordel que c'est. Alors s'il faut tous les soirs faire venir quelqu'un pour que le ministre il bouge derrière, alors c'est ça notre France elle est là aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a des matchs avec des équipes du Maghreb, certains supporters qui se permettent des débordements qui sont intolérables. De son côté, la maire du 8e arrondissement de Paris, qui craint elle aussi les débordements à l'issue du match sur les Champs-Élysées, a suscité une vive polémique en déclarant ses propos. Tout le monde a peur d'une guerre, d'une guérilla et d'une guerre civile. Vous êtes content du dispositif de sécurité qui a été mis en place samedi soir après la victoire du Maroc? Ça s'est bien passé ou pas pour vous? Non, pas très bien. Pas très bien. Ah ouais? Non, pas très bien. Et là, vous avez peur pour mercredi, vous avez sorti bien sûr que j'ai peur, parce que, comme vous le savez, je ne sais pas si vous connaissez le 8e arrondissement, c'est ce qu'on appelle le poumon économique de la capitale. Ah oui. Il y a 37 000 habitants, 200 000 personnes viennent y travailler chaque jour. Vous pensez bien que les commerçants, les restaurateurs, tout le monde a peur, et aussi les riverains, parce que j'ai quand même des habitants, les gens ne le savent pas. Sur l'avenue, il y a peut-être une vingtaine, mais derrière, toutes ces rues, avec les écoles et tout ça, donc j'ai des habitants, et ils ont tous peur de ce qui va se passer, et j'ai retraduit, effectivement, leur peur. Vous savez qu'en 98, il y a eu une voiture, une personne dans la voiture, elle a paniqué, et elle a foncé. 150 personnes blessées, dont 2 morts. Donc c'est pour éviter ce genre de choses que je demande, premièrement, qu'on interdise la circulation entre... entre la place de la Concorde et place de l'Étoile. Il en sort une mauvaise parmi tous, c'est ça là. Non. On filtre les arrivées sur les Champs-Élysées pour empêcher que certains casseurs, il faut dire les choses, que certains casseurs arrivent avec les mortiers. Parce que quand vous venez fêter une victoire, vous ne venez pas avec des mortiers ni avec des barres et tout ça. Voilà, donc, alors, on va voir ce qui s'est passé déjà samedi soir. S'ils arrivent à 1 million, je crains, si jamais on n'arrive pas à interdire les accès, ce sera difficile à gérer pour les forces de l'ordre. Alors, vous craignez, c'est ce que vous craignez mercredi, Gilles? Tous les incidents, évidemment, ce qu'on voit, c'est regrettable, Madame la maire. Mais très franchement, le bilan de la fête après la victoire du Maroc, c'est effectivement quelques tirs de mortier inacceptables. Il y a eu 3 scooters incendiés, 2 vitrines brisées. C'est quand même majoritairement une belle fête qui s'est passée. Et la joie des Marocains était communicative. C'est parce que je veux défendre. C'est parce que je veux défendre les supporters, les personnes qui viennent fêter la victoire, que j'essaie de demander qu'il y ait des mesures
mesures supplémentaires pour éviter des débordements. Oui. Sauf que quand vous parlez de guerre civile, là, je trouve que le mot n'est pas approprié. S'il y a des débordements, ce sera sans doute des Black Blocs, mais ça n'a rien à voir avec les Marocains, madame. T'en sais rien, ça. On n'en sait rien, pardon. Entre les Gilets jaunes et tout ce qui se passe à chaque victoire de Coupe du Monde, je ne parle pas simplement marocain, à chaque fois quand il y a un rassemblement sur le Champs-Élysées, c'est le BINS. La dernière fois, quand ils sont montés sur une voiture de sentinelles, qu'ils ont secoué les sentinelles, les mecs, ils sont quand même armés à l'intérieur. Heureusement qu'ils ont... Pardon. Heureusement qu'ils avaient donc la maîtrise, voilà. Donc, mais autrement, ils seraient descendus, ça aurait été, voilà, une cata. Je trouve que c'est normal que vous ayez envie de protéger et les riverains et vos administrés. Enfin, je vois pas du tout, il n'y a rien de stigmatisant, il n'y a rien de problématique. J'entends déjà mon procès à gauche de limite c'est raciste de dire ça. Ben, en fait, non. Pardon, mais vu la tronche que j'ai, on ne peut pas dire que je sois raciste. Hein. Pas de votre part. Non, mais c'est bien, de préciser que c'est pas raciste. De ce qu'elle a dit tout à l'heure, elle a dit à chaque fois qu'il y a des manifestations sur les Champs-Élysées, bien sûr, ça casse. Voilà, elle parle ni du Maroc, ni c'est ce que j'espérais. Voilà, donc c'est bien de le préciser. Madame, moi, c'est guerre civile qui me gêne. Guerre civile, Géraldine, t'avais raison. Mais non, parce que quand Géraldine dit peut-être que ce ne seront pas des Black Blocs, peut-être des Marocains, on sous-entend, Géraldine, vous sous-entendez que c'est parce qu'ils sont marocains ou parce qu'ils auraient pu être algériens. C'est ce qu'elle vient de dire. Non, mais là, je me tourne vers Géraldine. C'est vrai qu'elle peut préciser, voilà. Parce qu'elle a dit quand il y a des matchs. Ah oui. C'est pareil, Italie-France, c'est pareil. Il y a des délinquants partout. Il y a des délinquants chez les Anglais, chez les Marocains, chez les Français. Arrêtez tout le temps. En fait, toi, t'as un côté mais insupportable. C'est raciste. C'est quoi que tu voulais dire? Rien ne pourra salir mon Johnny. Rien. Je vous dis rien. On peut me dire tout sur Johnny, j'en ai rien à foutre. Je l'aime et je l'aimerai toujours. Il est incroyable. Voilà. Et ce qu'on savait, moi, c'est qu'il pouvait aussi lui arriver. Alors, je sais pas, c'est quoi cette histoire? On va voir un des extraits qui a fait le plus parler. Regardez. Les infidélités, c'était quoi? C'était dans les deux sens? C'était tout le temps? Tous les deux? Non, c'est lui qui a commencé. Que je me suis vengée pour me montrer que je pouvais encore séduire et que je pouvais plaire et j'ai eu un moment de faiblesse. Puis il l'a su et comment il a réagi? Je vous demande pas parce que très très mal. Oui, ça. Le couple a été rythmé par les diverses infidélités. C'est-à-dire qu'à un moment, elle a dit ce qu'elle dit, c'est que voilà, elle s'est dit je vais essayer de séduire. Alors elle, oui, alors je ne sais pas si les gens le savaient, mais c'est assez connu quand même que Laetitia aurait eu, je vais quand même utiliser le conditionnel, une aventure avec Lenny Kravitz. Oui. Et lui, il aurait aussi trompé plusieurs reprises, et notamment avec Lenny Kravitz. Non, pas avec Lenny. Elle s'appelle Vanessa, et elle avait fait la une à l'époque d'un célèbre magazine People. Et cette jeune femme était connue notamment pour avoir participé à une émission de télé-réalité, Opération Séduction Caraïbes sur M6. Jean-Claude Camus, pardon, mais que je voyais beaucoup, qui me disait qu'à la fin de leur vie, ils n'avaient même plus de relations sexuelles. Ils n'avaient plus de relations sexuelles les dernières années ensemble, que c'était un couple fusionnel, mais que, et pour plein de raisons, parce qu'il buvait beaucoup, parce que du coup il était moins, et que voilà, et qu'elle, elle avait un petit amant à côté, mais qu'ils étaient bien ensemble, voilà. On en est où du procès sur l'héritage? Tout est réglé ou pas? Tout est extrêmement bien réglé depuis déjà fort longtemps. Donc où est l'argent? Les enfants ont renoncé finalement à cet héritage, certainement à juste raison. Ils ont renoncé. David. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de dettes? Non, je crois que David ne voulait que tout revienne en France pour quand même conserver une sorte de droit moral sur les œuvres de son père. Pour le reste, il ne cherchait pas à avoir de l'argent, il cherchait juste à ce que le droit français puisse s'appliquer. Et je crois que c'est la même chose pour Laura. Donc tout est très bien réglé, c'est-à-dire qu'ils ont renoncé à l'héritage. Puis-je revenir sur la dette? Parce que la dette, ça se joue là, en fait. Ça se joue le 15 décembre. La dette fiscale, on l'a vu, qui a été ramenée de 34 à 30 millions. Voilà. Elle est venue négocier, Laetitia, avec le fisc français en mars, ça s'est pas bien passé. En septembre, ça s'est mieux passé. Et là, elle est revenue aussi pour discuter avec le fisc, parce que le 15 décembre, elle doit régler la première traite. Elle continue quand même à percevoir l'ensemble des droits. Elle est quand même titulaire et de l'intégralité des droits musicaux qui Mais sont ça représente quoi? importants. Ça représente beaucoup. Non, parce que Johnny n'était pas auteur ni compositeur, ça change tout. Il était éditeur, il obtenait 50% des droits d'édiction des chansons. Plusieurs millions, je pense. Oui, ça représente, je crois, a priori, à peu près 1 million par an. C'est ça.